Jörg Jenatsch, le héros des Grisons, ou les aventures tumultueuses d'un patriote pour libérer son pays de l'occupation étrangère. Un moment fort de la guerre de 30 ans, 1618 à 1648, par M. Gérard Miège, conférencier et ancien guide du Musée des Suisses dans le monde à Genève, auteur de plusieurs ouvrages ayant trait aux relations entre la Confédération suisse et la France. Mesdames, Messieurs, lorsque nous prononçons le nom de Jörg Jenatsch, des personnages, des lieux et des événements nous viennent à l'esprit. Les Grisons, la Valteline, la Confédération des 13 cantons, Louis XIII, Richelieu, Mazarin, l'empereur du Saint-Empire romain germanique Ferdinand II, la République de Venise, Milan, l'Espagne. Tous ces noms, nous allons les retrouver dans un cataclysme, la guerre de 30 ans, qui ravagea le continent européen de 1618 à 1648. Plusieurs causes sont à la base de cet embrasement général. La première fut la révolte de la Bohême et de plusieurs princes protestants allemands contre l'autorité des empereurs Rodolphe II, Matthias Ier et Ferdinand II, qui voulaient, dans l'esprit de la contre-réforme tridentine, rétablir le catholicisme dans tous leurs États. Or, cette politique remettait en question les accords de la paix d'Augsbourg. Pour éviter une explosion, en 1609, Rodolphe II avait accordé à ses sujets une lettre de majesté dans laquelle il réaffirmait la liberté de culte. Mais cette lettre ne suffit pas à calmer les esprits, les divergences confessionnelles étant trop grandes, d'autant plus qu'aux exigences des luthériens et des catholiques s'étaient rajoutées celles des calvinistes. De toutes parts dans l'Empire, l'on chercha des accommodements, mais il n'en était rien sorti, chacun campant sur ses positions. En 1618, l'empereur Matthias relança les négociations dans la ville de Prague, mais les esprits étaient si échauffés qu'étant à bout d'arguments, ou plus simplement à bout de nerfs, les représentants protestants défenestrèrent les envoyés de l'empereur. Oh, soyez rassurés, ils ne furent que blessés, car ils tombèrent miraculeusement sur un lit d'immondices. Toutefois, cet acte apparut à l'empereur comme un crime de lèse-majesté, et il mit le feu aux poudres. Quelques mois plus tard, Matthias disparaissait et n'ayant pas de descendance directe, il choisit son cousin Ferdinand de Styrie, roi de Bohême depuis 1617, pour lui succéder sur le trône impérial. Mais ce choix s'avéra vite calamiteux, car Ferdinand, formé par les jésuites au collège d'Ingolstadt, était intransigeant quant à ses convictions religieuses. Dès lors, il n'eut plus qu'un seul but, ramener ses sujets de Bohême à la vraie foi, c'est-à-dire au catholicisme. Cette attitude d'intolérance lui suscita une telle haine de la part de ses sujets bohémiens qu'ils refusèrent de le reconnaître comme suzerain et se choisirent comme roi un calviniste, l'électeur palatin Frédéric V. À cet acte de rébellion, Ferdinand II répondit par une expédition punitive qui aboutit à la débâcle des rebelles le 8 novembre 1620 au lieu-dit de la Montagne Blanche près de Prague. La seconde cause était purement géostratégique. D'un côté, la trêve de 12 ans signée en 1609 entre les Provinces-Unies protestantes et l'Espagne arrivait à échéance, et il était à prévoir que la guerre entre ces deux nations allait reprendre. De l'autre, l'ambition de plusieurs princes d'agrandir leurs possessions territoriales
comme le roi du Danemark, Christian IV, qui, tout en secourant ses coreligionnaires réformés, cherchait à s'approprier des régions situées au nord de l'Allemagne. Pour y parvenir, il s'allia avec plusieurs princes protestants allemands en lutte contre l'empereur Ferdinand II. Mais, après plusieurs défaites face aux forces impériales placées sous le commandement des généraux Tilly et Wallenstein, Christian IV dut signer la paix de Lübeck au mois de mai 1629. C'était non seulement la fin d'un rêve, mais aussi le début du déclin du Danemark qui se vit lentement grignoté par une nouvelle puissance, la Suède. Alors, pensant avoir maté les rebelles, Ferdinand II publia en 1629 l'édit de restitution des biens ecclésiastiques qui remettait en question les accords de la paix d'Augsbourg signés le 29 septembre 1555 sous l'autorité de Charles Quint. Cette décision fut ressentie par les réformés comme une atteinte intolérable à leur liberté religieuse, car d'un trait de plume, l'empereur supprimait le fameux principe, je cite, cuius regio, eius religio, c'est-à-dire à tel prince, telle religion, principe qui avait permis pendant quelques décennies de maintenir une relative tranquillité dans l'Empire. Ce conflit était donc à l'origine une affaire interne au Saint-Empire, mais bientôt il s'étendit à l'ensemble du continent car les victoires impériales faisaient craindre une rupture de l'équilibre des nations en Europe. Le premier à s'inquiéter de cette montée en puissance des Habsbourg d'Autriche et d'Espagne fut le cardinal de Richelieu. Principal ministre de Louis XIII depuis 1624, il réussit à convaincre le roi Louis XIII de prendre la tête d'une coalition anti-impériale sans toutefois s'engager militairement dans le conflit. En lui promettant la somme colossale d'1 million de livres pour entretenir son armée, Richelieu poussa le roi de Suède, Gustave II Adolphe, à déclarer la guerre au Saint-Empire, ce qui ne fut pas trop difficile, car depuis longtemps, ce roi, le Suédois, rêvait d'en découdre, et même plus, de faire de la Baltique un lac suédois. Grand stratège et moderniste avant l'heure, Gustave II Adolphe avait réorganisé son armée. Formée uniquement de conscrits, elle était équipée avec du matériel hautement perfectionné, fusils au tir plus rapide et artillerie beaucoup plus légère. Avec un tel instrument, au mois de septembre 1631, le roi de Suède écrasa à Breitenfeld les forces impériales commandées par le général Tilly, puis, poursuivant sa marche, son armée remporta la victoire contre le général Wallenstein à Lutzen en novembre 1632. Malheureusement, Gustave II Adolphe ne vit pas l'heureuse issue de cette bataille, car il y fut mortellement blessé et achevé, bien sûr, par des soldats adverses. À l'annonce de cette funeste nouvelle, l'on aurait pu croire que son armée allait se débander, mais non. Axel Oxenstierna, le premier ministre suédois, transmit le commandement de l'armée à Bernard de Saxe-Weimar, qui était alors considéré comme un des plus grands stratèges de son époque. Dans cet horrible conflit que fut la guerre de 30 ans, les alliances se faisaient et se défaisaient au gré des caprices des généraux qui souvent n'étaient que des condottières,
c'est-à-dire des chefs de guerre qui se vendaient à celui qui les payait le plus grassement. Et ils étaient incontournables, puisque la plupart du temps ils traînaient derrière eux des milliers de mercenaires provenant de toute l'Europe. La mort de Gustave II Adolphe ne changea rien et la guerre continua à faire rage de tous côtés avec des fortunes diverses, tantôt pour les uns, tantôt pour les autres. Ainsi, en 1634, l'armée suédoise fut totalement défaite par les troupes impériales et espagnoles à Nordlingen. Après d'âpres négociations, la paix fut signée en 1635 à Prague et la Suède, pour un certain temps du moins, se retira du conflit. Le retrait de la puissance du Nord remit d'un coup en question tous les plans de Richelieu, car il était à prévoir que pour se venger, l'Autriche et l'Espagne déclarassent la guerre à la France. Le cardinal n'avait donc plus d'autre solution que d'engager toutes les forces du royaume dans le conflit. Après 2 années de déboires et d'enlisement, grâce à 2 grands généraux, Turenne et le duc d'Enghien dit le Grand Condé, l'armée royale s'empara de l'Alsace en 1639, d'Arras en 1640 et de Perpignan en 1642. Puis, quelques mois après la mort de Richelieu, le 4 décembre 1642, et 2 jours après celle de Louis XIII, le duc d'Enghien remporta le 19 mai 1643 sur les Espagnols la victoire de Rocroi, qui marqua un tournant dans la guerre. En effet, voyant les Habsbourg vaciller, la Suède s'empressa de revenir dans le conflit. À marche forcée, son armée traversa l'Allemagne et se retrouva devant Vienne en 1645. Mais ces soldats avaient fait de tels ravages sur leur passage que les impériaux, remplis de haine pour ces barbares, réussirent à les repousser. Le conflit durait depuis trop longtemps, il avait commencé en 1618, les peuples étaient à bout, les pays totalement détruits, il fallait que tout cela cesse. Mais pour parvenir à la paix, il était impératif qu'un des belligérants remportât une victoire décisive. Et c'est ce qui arriva le 14 mars 1647, lorsque Maximilien de Bavière, principal allié de l'empereur, signe la trêve d'Ulm qui marquait une pause dans les hostilités. Toutefois, après quelques mois de répit, la guerre recommença et ne prit fin qu'après les ultimes victoires de Turenne et de Condé sur les forces impériales. De vraies négociations allaient enfin pouvoir s'ouvrir. Cependant, l'on n'acheva sur un point. Où allaient se tenir ces pourparlers de paix, les réformés refusant d'être à la même table que les papistes, et vice-versa. Enfin, un compromis fut trouvé. Le congrès se tiendrait en Westphalie, région qui avait été plus ou moins préservée des affres de la guerre, et l'on choisit 2 villes, Osnabrück pour les réformés et Münster pour les catholiques, distantes de plus de 60 kilomètres, ce qui explique la longueur et la difficulté des débats qui se poursuivirent jusqu'au mois d'octobre 1648, date où furent signés les traités dits de Westphalie, dont les résultats, très importants, changèrent le visage de l'Europe politique, et cela pour un siècle et demi, jusqu'à la Révolution française. En voici les points principaux. L'Espagne reconnaissait l'indépendance des Provinces-Unies. Ferdinand III, qui avait succédé à Ferdinand II en 1637, vit son pouvoir considérablement diminué sur les quelques 350 États qui formaient son empire. 150 ans plus tard, en 1806, d'ailleurs, d'un trait de plume, Napoléon le rayera de la carte. La division religieuse de l'Empire fut reconnue et chaque prince put imposer sa confession
selon le principe cuius regio, eius religio. L'électeur de Brandebourg, Frédéric Guillaume de Hohenzollern, fut un des grands bénéficiaires du traité puisque ses possessions s'agrandirent de la Poméranie orientale et de plusieurs évêchés sécularisés du nord de l'Allemagne. Ces gains marquaient la naissance d'une future puissance, la Prusse. La France gagna les évêchés de Metz, de Toul et de Verdun, ainsi qu'une grande partie de l'Alsace. La citadelle de Brissac, porte de l'Empire, lui fut reconnue, de même que la forteresse de Pignerol, qui commandait le passage vers l'Italie. La Suède gagna la Poméranie occidentale et le contrôle de l'embouchure de l'Oder, de la Vézère et de l'Elbe. Enfin, soutenu par le cardinal Mazarin, le nouveau premier principal ministre du jeune Louis XIV, le bourgmestre de Bâle, Rudolf Wettstein, obtint du Saint-Empire romain germanique la pleine et entière indépendance de la Confédération helvétique par l'article 63 du traité de Münster. Pour clore ce rapide survol de la guerre de 30 ans et avant d'entrer de plein pied dans la vie mouvementée de Jörg Jenatsch, l'on peut dire que le résultat le plus significatif de cette longue guerre fut l'abandon d'une politique à but hégémonique, telle celle pratiquée par les Habsbourg, au profit d'un certain équilibre des nations pouvant assurer la paix sur le continent. Bien sûr, il y aura encore de nombreux conflits dus à des revendications territoriales ou successorales, mais cet équilibre instauré par les traités de Westphalie ne sera plus remis en question, et cela, comme je vous l'ai dit, jusqu'à la Révolution française. Voilà, le décor étant planté, je vous invite à retourner dans nos montagnes, plus précisément dans les Grisons et en Valteline, qui, depuis 1512, je vous le rappelle, était devenue une province vassale des Ligues grises. Pour comprendre ce qui va suivre, il nous faut jeter un regard sur la situation politique et religieuse qui prévalait au début du XVIIe siècle dans cette région alpine nommée la République des Grisons, divisée elle-même en 3 territoires appelés ligues, la Ligue grise, la Ligue de la Maison-Dieu et la Ligue des 10 juridictions. Liées par un pacte d'alliance signé en 1524, les ligues étaient gouvernées par une diète qui se réunissait 1 à 2 fois par année, et toutes ces décisions devaient être prises ad referendum. Ce système laissait une certaine autonomie aux 49 juridictions qui composaient les 3 ligues, mais il présentait aussi de grandes difficultés pour parvenir à une entente dans un pays où, du fait de la topographie et de la rigueur des hivers, les déplacements étaient très compliqués. D'autre part, si ce type de gouvernement fonctionnait relativement bien dans des temps paisibles, il n'en allait pas de même lorsque des crises survenaient. Nous savons aussi que pour se prémunir contre l'ambition de quelques-uns de ses voisins, à la fin du XVe siècle, les Grisons étaient entrés dans la mouvance de la Confédération helvétique comme nation alliée. Cela étant dit, entrons dans l'histoire. Au début du XVIe siècle, honorant leur contrat d'amitié, les Grisons s'engagèrent dans les guerres d'Italie aux côtés des régiments suisses. Poussés et encouragés par le cardinal valaisan Mathieu Schinner, allié aux forces impériales et au duc de Milan, ils écrasèrent l'armée française de Louis XII et s'approprièrent la Valteline, les comtés de Chiavenna et de Bormio, alors que les Suisses s'emparaient de la Léventine et de différents territoires du sud des Alpes qui formeront plus tard le canton du Tessin. Mais, comme nous le savons, en 1515, la défaite de Marignan vint mettre un frein aux ambitions des confédérés. Heureusement,
En 1516, admiratif de leurs vertus guerrières, François Ier leur accorda à Fribourg un traité de paix perpétuelle consolidé en 1521 par une alliance perpétuelle. Grâce à ces deux traités, François Ier put disposer à nouveau d'un nombre incalculable de soldats confédérés pour tenter de reconquérir le Milanais. Mais les défaites subies au lieu-dit de la Bicoque en 1522 et à Pavie en 1525 mirent fin à la présence française en Italie au profit de l'empereur Charles Quint qui put ainsi rétablir François de Sforza sur le trône ducal de Milan. À la mort du dernier Sforza, donc de François II, en 1535, après une dizaine d'années de vacances du pouvoir, le duché de Milan revint aux Habsbourg d'Espagne. Une autre chose allait bouleverser le continent européen au XVIe siècle, ce fut la Réforme. Et les ligues n'échappèrent pas à ce cataclysme. L'antagonisme confessionnel y sévit. Si la Ligue grise resta en grande partie fidèle à Rome, en revanche, les deux autres ligues adoptèrent la Réforme et poussèrent les habitants de la Valteline à se convertir. Inutile alors de dire que ces divisions religieuses semèrent la discorde et affaiblirent considérablement les autorités des Grisons pour faire face aux intrigues diplomatiques des puissances voisines, d'un côté les Austro-Espagnols qui voulaient contrôler la Valteline, qui était le point de passage le plus court pour relier le Milanais à l'Autriche, de l'autre les Franco-Vénitiens qui faisaient tout pour les en empêcher. En effet, en regardant une carte politique de cette seconde moitié du XVIIe siècle, nous voyons que les Grisons et la Valteline se retrouvaient coincés entre plusieurs nations qui avaient des intérêts divergents. Au sud, le duché de Milan, qui était devenu une province espagnole, au sud-est, la République de Venise, à l'est, l'Autriche, et au nord-ouest, la Confédération helvétique. Donc, d'un côté l'Autriche et le Milanais, c'est-à-dire les Habsbourg catholiques, de l'autre, plusieurs États qui, bien que pour la plupart catholiques, n'avaient qu'un but, empêcher par tous les moyens possibles l'extension de la puissance habsbourgeoise, quitte pour cela à faire alliance avec des États protestants. Et c'était le cas de la France, de la République de Venise et même de plusieurs cantons suisses. Cette situation très inconfortable fut encore aggravée par des conflits sociaux qui vinrent mettre à mal l'harmonie qui régnait autrefois dans ces contrées. En effet, au cours du temps, la paysannerie grisonne s'était émancipée au détriment de petits seigneurs locaux qui s'étaient alors retrouvés dans de grandes difficultés financières. Aussi, pour pallier à leur perte de revenus, un certain nombre d'entre eux s'étaient empressés de répondre aux offres pécuniaires que les ambassadeurs austro-espagnols et franco-vénitiens leur faisaient miroiter. À la division religieuse vint alors s'ajouter la corruption et le pays grison fut coupé en deux, d'un côté les partisans de l'Autriche et de l'Espagne, avec à leur tête la famille catholique des Planta, de l'autre les partisans de la France et de la République de Venise, avec le clan protestant des Salis. Ainsi, dès le début du XVIIe siècle, face aux demandes de plus en plus exigeantes de ces turbulents voisins, la situation intérieure du pays grison se détériora à tel point qu'elle l'entraîna dans la guerre civile. En 1602, la République des Grisons, suivant en cela la Confédération helvétique, renouvela son alliance avec Henri IV, puis en 1603 avec la République de Venise. Pour sceller cette alliance, les Grisons envoyèrent dans la Sérénissime une ambassade qui fut accueillie en grande pompe et ses représentants couverts de somptueux présents. Cependant, lorsque le gouverneur espagnol de Milan, le comte de Fuentes, apprit cette alliance, il ordonna la construction d'une puissante forteresse à l'endroit où la rivière Adda
se jettent dans le lac de Caume pour asphyxier les grisons en leur fermant tous leurs débouchés commerciaux vers le sud. Prenant la mesure du danger, les grisons tentèrent bien de négocier, mais ils n'obtinrent aucun résultat significatif, si ce n'est de voir la division entre réformés et catholiques devenir de plus en plus grande. D'un côté comme de l'autre, l'on se dénonçait, l'on se faisait des procès qui se terminaient par des amendes, des confiscations de biens, mais aussi et souvent par des condamnations à mort. Au sein même de la diète grisonne, la division régnait. Par l'entremise de Rodolphe et de Pompée Planta, le clan des catholiques, l'Espagne et l'Autriche tentaient d'obtenir le droit de faire passer leurs troupes à travers la Valteline, mais leur demande était toujours rejetée par la majorité des députés d'élite qui, comme on le sait, avaient adhéré au culte réformé. Et bientôt, poussés par la famille des Salis, qui haïssait tout ce qui était papiste, le peuple en vint à exiger le jugement des Planta, qu'ils accusaient de corruption et de traîtrise. Le 18 juillet 1618, une foule d'enragés s'en alla du côté de Zernetz, en Basse-Engadine, pour s'emparer de Rodolphe Planta. Heureusement, averti par des proches, il réussit à leur échapper. Alors, déçus de n'avoir pu lui faire la peau, les assaillants, poussés par un dénommé Jörg Jenatsch, saccagèrent son château. Jörg Jenatsch naquit en 1596 à Laon, en Haute-Engadine. Fils de pasteur, il fit ses études de théologie à Zurich et à Bâle. En 1617, il succéda à son père dans le petit village de Charance, une belle vallée de la Ligue de la Maison-Dieu. Bien que fort jeune, dès qu'il montait en chair, rien ne pouvait l'arrêter. Sa parfaite maîtrise du latin et du grec, son éloquence et sa mémoire prodigieuse lui permettaient de tenir à ses oreilles des sermons qui allaient souvent au-delà des vérités évangéliques et de l'amour du prochain. Grand, élancé, fort en gueule, ambitieux, et déjà quelque peu relâché dans ses mœurs, aimant le luxe, il avait tout pour réussir dans des temps si tourmentés. Voilà comment nous pouvons décrire l'homme avec le peu d'informations dont nous disposons, mais je pense que le portrait doit ressembler à l'original quand on connaît la suite de son histoire. Après une année à Charance, Jenatsch fut appelé à la paroisse de Berbeno en Valteline, où il résida de 1618 à 1620. Mais déjà, l'on pouvait voir, comme le dit le chroniqueur Porta, je cite, qu'il n'était pas fait pour être ministre du culte et ne valait que pour être un homme de guerre. Fin de citation. Oui, la voie religieuse n'était assurément pas faite pour lui. Son ambition le poussait à s'élever au-dessus de sa condition. Aussi, ayant été à quelque temps de là invité chez les Salis, le clan des protestants, il vit avec une certaine envie ce que la richesse peut procurer comme plaisir à ceux qui en disposent. Et dès son retour dans sa triste paroisse, il prit la décision d'orienter sa vie différemment, et pour y parvenir, il employa tous les moyens possibles, même les plus condamnables. D'un côté, il réalisa son rêve, devenir suffisamment riche pour assouvir toutes ses envies, et Dieu sait si elles furent nombreuses et quelquefois même scabreuses. Et de l'autre, jouer de sa fortune et de ses aptitudes pour le service de sa patrie. Et, à cette tâche, et pour la gloire des grisons, il fut un maître et un grand capitaine. Comme le dit Balthazar Reber, je cite, « Pour Jenatsch commença la vie de volupté qu'il avait rêvée. Le pouvoir l'appelait, ses talents étaient reconnus. Dès lors, il se lança dans le tumulte des partis, au sein des agitations de la guerre, avec la même énergie qu'il avait déployée dans son ministère. Il venait de trouver son élément. Jenatsch était par excellence l'homme de ce monde agité, et le demeura jusqu'à sa mort. C'est pourquoi plus tard, passant devant la petite église de sa paroisse,
Il put dire avec un rire sarcastique, là-dedans j'y ai bien menti. Et en affirmant la chose, il ne mentait pas, car Jenatsch passait généralement pour un athée, et de fait c'est en athée qu'il a souvent poursuivi son but jusqu'à sa dernière conséquence, avec rage et impiété. Fin de citation. Voilà l'homme qui allait jouer un si grand rôle pour la libération de sa patrie. Rusé, intelligent, audacieux jusqu'à la témérité, rien ne l'arrêta dans sa quête de gloire. Alors les événements qui commençaient à secouer les Grisons lui furent un tremplin, et sans aucun remords, il se mit au service des Salis pour lutter contre le parti catholique pro-espagnol emmené par les Planta qui, disait-on, vendaient la patrie à l'Espagne. La tolérance qui habitait les deux partis ennemis avait fini par tout emporter. Comme nous l'avons vu précédemment, après avoir ameuté la population, les ministres du culte avaient réuni dans le courant de l'année 1618 un tribunal à Thusis, et durant plusieurs mois, ils avaient mené une chasse aux sorcières des plus épouvantables. Au moindre soupçon, des hommes étaient arrêtés, torturés, condamnés au bannissement et leurs biens confisqués, sans parler de tous ceux qui furent condamnés à mort. Et bien sûr, parmi ces juges, il y avait Jorg Jenatsch. Le pire fut atteint au mois de septembre 1618 avec l'arrestation du père Rouska, archiprêtre de Sondrio en Valteline. Connu et aimé de ses ouailles pour son activité pastorale en faveur du catholicisme, il fut, sur des calomnies jetées par des coquins, torturé à tel point qu'il en mourut. Rodolphe et Pompée Planta, qui s'étaient enfuis, furent condamnés au bannissement perpétuel et à la confiscation de tous leurs biens. L'évêque de Coire dut s'exiler et la ville, qui avait refusé de reconnaître le tribunal populaire de Thusis, dut payer 20 000 florins d'amende. Devant l'ampleur de ces condamnations, les Planta et leurs partisans ne pouvaient rester indifférents. Usant des mêmes artifices, ils créèrent des tribunaux à Coire et à Davos pour casser les arrêtés des tribunaux adverses et jeter des anathèmes aux uns et aux autres. Mais cela ne suffit pas à calmer leur rage et leur désir de vengeance. Pour mieux les châtier, Rodolphe et Pompée Planta s'adjoignirent Jacques Robustelli, un de leurs cousins, pour soulever les Valtelins contre leurs oppresseurs grisons. Écoutons l'historien Alexandre Daguet nous parler de cette Saint-Barthélemy de la Valteline, je le cite. Dans la nuit du 19 juillet 1620, Robustelli descendit avec une horde de brigands dans la Valteline. C'était le moment convenu pour le massacre général des réformés. Le chef-lieu de la vallée est investi. 4 coups de fusil donnent le signal. Le tocsin sonne, le massacre commence et s'étend bientôt de village en village. Partout les évangéliques sont assommés, étranglés, tués à coups de feu, à coups de pierre. Leurs cadavres sont jetés dans les flots de l'Adda. On ne fit grâce ni aux femmes, ni aux vieillards, ni aux enfants à la mamelle. On coupait aux uns le nez, les joues, les oreilles. On arrachait aux autres les entrailles. À d'autres encore, on remplissait le gosier de poudre et l'on y mettait le feu. Un boucher se vanta d'avoir assassiné 18 personnes. La tête du pasteur réformé de Tirano fut plantée sur sa chair au bout d'une pique et les lieux les plus saints furent profanés. Fin de citation. Jorg Jenatsch et son ami Blaise Alexandre, un autre pasteur très remonté contre les catholiques, avaient échappé par miracle au massacre de la Valteline et s'étaient réfugiés dans le Prättigau, dans la Ligue des 10 juridictions. D'après les dires de leurs contemporains, loin d'être plongés dans la douleur du massacre de leurs frères protestants, les deux compères faisaient bombance dans les auberges de Gruche, tout en mettant sur pied une association dite des Cœurs généreux,
dont le but était d'assassiner tous les partisans de l'Espagne. Comme le dit Balthazar Reber, je cite, « De ce moment, le pasteur devint un homme de guerre. À la place de la Bible, il prit le glaive, et au lieu de monter en chair, il enfourcha désormais un cheval de bataille. » Fin de citation. La grasse et riche Valteline, qui avait été exploitée depuis près de 100 ans par les grandes familles grisonnes, crut trouver sa revanche dans ces 2 jours de massacre. Plus de 600 réformés furent tués lors de ce sacro macello qui ne fut que le triste reflet de ce qui se passait dans le reste de l'Europe. En effet, dans le même temps, la Bohême se révoltait contre l'empereur Ferdinand II. Aussi, pour renforcer son armée, il fit appel à son cousin Philippe III, le roi d'Espagne, qui exigea des autorités des Ligues grises le libre passage à travers la Valteline à l'école Grison. Mais la réponse des autorités grisonnes tardant à venir, les Espagnols envahirent la Valteline par le sud, alors que les Autrichiens y entraient par le nord en s'emparant des vallées de Bormio et de Münster. En quelques jours, toute la Valteline fut conquise par les Austro-Espagnols. Les Ligues grises, qui ne pouvaient se résigner à la perte de la Valteline, et qui n'avaient qu'un souhait, venger la mort de leurs coreligionnaires, décidèrent de reconquérir la vallée perdue. Pour y parvenir, ils demandèrent des soldats à leurs alliés suisses, mais seule la République de Berne leur répondit en envoyant une colonne de secours placée sous le commandement de Nicolas de Moulinon. Ainsi, au mois de septembre 1620, 2000 Bernois et 2000 Grisons originaires de la Ligue de la Maison-Dieu et de la Ligue des 10 juridictions, commandés respectivement par Jean Guller et par Ulysse de Salis, prirent la route de la Valteline. À noter que la Ligue grise, à majorité catholique, avait refusé de participer à cette expédition punitive. Après s'être emparée facilement de Bormio, la petite armée marcha sur Tirano, où se trouvaient les Espagnols. Croyant que la ville allait tomber comme un fruit mûr, Nicolas de Moulinon s'élança au pied des remparts sans prendre trop de précautions. Alors qu'il traversait une petite vigne, il fut atteint par un coup de mousquet et tomba raide mort. Il n'en fallut pas plus pour que la panique s'emparât de la troupe, qui fut totalement décimée. À l'annonce de cette déroute, les cantons catholiques réagirent. Emmenés par celui d'Uri, ils proposèrent à la Ligue grise, qui, je vous le rappelle, était encore à majorité catholique, de rompre son union avec les 2 autres ligues et de devenir membre de la Confédération helvétique comme 14e canton et, éventuellement, de s'agrandir de la Valteline. Bien sûr, derrière ces propositions, avec la bénédiction de l'Espagne et de l'Autriche, se cachait un homme, c'était Pompée Planta, celui qui avait été banni par le tribunal de Thusis, et qui n'avait qu'une idée en tête, prendre sa revanche. Dans le même temps, du côté des réformés, un seul gardait la tête froide, c'était Jörg Jenatsch. Fanatique et plein d'ambition pour son pays et pour lui-même. Avec son complice Blaise Alexandre, il avait pris la décision de se débarrasser de Pompée Planta. Dans la nuit du 24 au 25 février 1621, après s'être approché dans le plus grand silence du village de Rittberg, où résidait le chef des catholiques, Jenatsch et ses compagnons enfoncèrent les portes du château et se mirent à sa recherche. Au bruit des assaillants, Pompée Planta tenta vainement de fuir, mais il fut retrouvé, caché dans une cheminée. Il eut beau implorer ses ennemis de lui faire grâce de la vie, rien n'y fit. Comme des fous furieux et ivres de rage, ils s'acharnèrent si fort sur son corps à coups de hache qu'il resta, dit-on, comme cloué à la paroi de sa chambre. Cet attentat inouï fut l'étincelle qui mit le feu aux Grisons. Aussitôt, de tous côtés, les partisans de Jenatsch, ceux de la Ligue de la Maison-Dieu et de la Ligue des 10 juridictions,
s'élancèrent à l'assaut de la Ligue grise. Après un long combat qui fit des centaines de victimes et des ravages considérables, les catholiques durent s'avouer vaincus. Au mois d'avril 1621, la Ligue grise, complètement ravagée, renoua son alliance avec les deux autres ligues. Mais il était dit que le calvaire des habitants des Grisons n'était pas terminé, car après avoir maté la révolte de la Bohême au mois d'octobre 1621, l'empereur Ferdinand II intervint en ordonnant au général Baldiron d'envahir la partie orientale des Grisons jusqu'à Coire, alors que les Espagnols intervenaient depuis le lac de Caume. Et malgré la résistance farouche des paysans du Prättigau, l'incursion des Austro-Espagnols fit des centaines de victimes et d'immenses ravages. La guerre dura jusqu'à l'été 1622. À bout de force, abandonnés par tous leurs alliés, les Grisons durent se soumettre au diktat des vainqueurs. Libre passage pour les troupes austro-espagnoles, abandon de la Valteline et de Bormio, cession à l'Autriche de 8 districts des 10 juridictions, plus la Basse-Engadine, réparation des torts faits aux Planta, Coire et Mayenfeld occupés par l'Autriche pendant 12 ans, et le pire pour les réformés grisons, le catholicisme à nouveau autorisé sur l'ensemble du territoire des ligues. Jenatsch avait participé à ces événements avec fougue, mais lorsqu'il vit la défaite irrémédiable, il prit avec son ami Blaise Alexandre la décision de fuir le pays et de se mettre au service des princes allemands en lutte contre l'empereur. Mais au passage des montagnes, Blaise Alexandre fut capturé par les Autrichiens. Conduit à Mayenfeld, il fut jugé coupable du meurtre de Pompée Planta et fut décapité au mois de décembre 1622. Les rescapés, après avoir traversé le territoire de la Confédération, se rendirent dans le Palatinat pour rejoindre l'armée du général Mansfeld. Et dans le peu de temps qu'il passa à guerroyer en Allemagne, Jenatsch se fit remarquer, comme nous le dit la chronique, tant par sa bravoure que par sa férocité. Dans les Grisons, la résistance contre l'oppresseur austro-espagnol enflammait les esprits. Partout les hommes se levaient pour la liberté, mais le déséquilibre des forces était trop grand, et chaque fois qu'une action était tentée, elle se terminait dans un bain de sang, allongeant ainsi la liste des martyrs. Aussi, lorsque Jenatsch fut mis au courant de ces événements, sans hésiter, il revint au pays, mais sa présence à la tête de la révolte ne changea rien. La situation politique et militaire des Grisons était vraiment désespérée, et comme si tout cela ne suffisait pas, vers 1623, une épidémie de peste ravagea le pays. Ce fut à ce moment, en 1624, que le cardinal de Richelieu fut appelé par Louis XIII pour conduire la politique de la France. Intimement persuadé que la puissance des Habsbourg d'Autriche et d'Espagne mettait en péril le royaume, il incita le roi à soutenir la révolte des princes protestants allemands contre l'empereur Ferdinand II, de même qu'à aider les Ligues grises à recouvrer leur entière liberté et à chasser les Espagnols de la Valteline. Fort d'un traité d'alliance que Louis XIII avait signé avec Venise et la Savoie en 1623, la France vint au secours des Grisons. Mais comme il n'était pas question de participer directement au conflit, Richelieu délégua à Soleure le marquis de Queuvre, François Hannibal d'Estrées, pour lever des régiments suisses. Pour mieux y parvenir, le roi avait largement pourvu le marquis de sacs remplis d'écus. Cette campagne militaire, suscitée par la France, enthousiasma Jenatsch, qui sans perdre de temps se rendit à Soleure. Informé des qualités hors pair du personnage, le duc de Queuvre le chargea de dresser des plans d'attaque et le nomma capitaine du régiment de Rodolphe de Salis, un des 3 régiments grisons soldés par la France. Pour ne pas être en reste, les Suisses réformés avaient eux aussi levé des régiments. Ce fut ainsi que vers la fin du mois d'octobre 1624,
emmenés par le marquis de Queuvre, tous, ils étaient environ 6000, marchèrent en direction du pays des Grisons. Écoutons Balthazar Reber, je cite. Ce fut pendant une sombre nuit d'octobre que l'avant-garde traversa la souveraineté de Sargans. Les soldats allumaient des grands feux pour éclairer leur route. Partout derrière eux, les catholiques sonnaient le tocsin. Les hommes des Grisons gagnèrent à Gats sans bruit, mais une fois la frontière passée, les tambours battirent, les enseignes déployées flottèrent au vent, le jour parut, un jour de joie et de salut pour le pauvre pays des Grisons. Les Autrichiens plièrent bagages en toute hâte. Partout, le général de Queuvre était reçu par les habitants comme un ange envoyé de Dieu. Les pays délivrés étaient dans la joie, les gens du Prättigau surtout. Hommes et femmes tombaient à genoux en versant des larmes. Des Grisons, on passa dans la Valteline. Ceci avait lieu dans l'hiver de 1624 à 1625. Fin de citation. Après avoir écrasé les Autrichiens, libéré l'Engadine et réuni la vallée de Münster aux Grisons, le marquis de Queuvre, écoutons encore une fois Friedrich Pitt, le marquis de Queuvre passa la Bernina et envahit la Valteline, où les garnisons de Tirano, de Bormio, de Sondrio et de Chiavenna capitulèrent l'une après l'autre. À condition de n'être pas remis dans la suggestion des Grisons, les habitants étaient prêts à se rendre. Fin de citation. Malheureusement, pour les Grisons, les choses ne se passèrent pas comme ils l'espéraient, car le cardinal de Richelieu dut faire face à une énième révolte des Huguenots français, emmenée entre autres par un homme qui va apparaître dans ce récit. Il s'agit du duc de Rohan. Aussi, et toujours dans l'esprit de ne pas avoir à se battre sur plusieurs fronts, le cardinal s'empressa le 5 mai 1626 de faire la paix avec l'Espagne à Monzón en Aragon. Pour les Grisons, cette paix était une catastrophe, car la Valteline retrouvait son autonomie vis-à-vis des ligues, et pour faire respecter les accords franco-espagnols, il avait été décidé de confier aux troupes pontificales le soin de maintenir l'ordre et la tranquillité dans la Valteline. Dès lors, dans toutes les vallées des Grisons, le nom de Richelieu fut abhorré, et l'on oublia rapidement que sans son aide, une grande partie du pays n'aurait pas été libérée, et ce fut sous des huées que le duc de Queuvre quitta les Grisons au début de l'année 1627. Jusqu'en 1630, seules quelques anecdotes nous sont parvenues sur les faits et gestes de Jörg Jenatsch, et toutes nous montrent un homme dévoré d'ambition, violent, bon vivant, bref, un homme de son temps. Ainsi, un soir dans une auberge de Coire, après avoir passablement bu, Jenatsch se prit de bec avec le colonel Ruinelli, son supérieur. L'affaire s'envenima, et pour laver leur honneur, les deux hommes s'affrontèrent en duel. Ruinelli, trop saoul pour contrôler son adversaire, fut si gravement blessé qu'il rendit le dernier soupir quelques heures plus tard. Accusé de meurtre, Jenatsch ne sauva sa tête que grâce à plusieurs témoins qui affirmèrent qu'il était en état de légitime défense. Mais il fut tout de même condamné à une forte amende pour avoir enfreint la loi qui interdisait le duel. Et pour échapper à la vengeance de la famille de Ruinelli, Jenatsch proposa ses services à la République de Venise, qui s'empressa de les accepter, et ce d'autant plus que la situation militaire européenne devenait de plus en plus grave. En Allemagne, l'édit de restitution des biens ecclésiastiques, promulgué par Ferdinand II en 1629, avait jeté la consternation dans le camp des réformés. En Italie, la mort du duc de Mantoue força la France à intervenir directement pour éviter que le duché ne tombât sous l'autorité de l'Espagne. En France, Richelieu, qui pourtant en Europe appuyait les réformés en lutte contre l'empereur, dut, comme nous l'avons vu précédemment, faire face à la révolte de la noblesse huguenote qui menaçait le pouvoir royal et par là l'unité du royaume. Le 28 juin 1629, la prise de La Rochelle par les troupes royales mit fin
à ce qui semblait être devenu un État dans l'État. Ce fut alors, et profitant des ennuis du cardinal, que des milliers de soldats au service des Habsbourg envahirent les Ligues et la Valteline. Le pays fut non seulement ruiné, mais pire encore, une nouvelle épidémie de peste s'ensuivit. Elle frappa une grande partie du continent et rien qu'au Grison, elle tua plus de 20 000 personnes, soit le quart de la population. Heureusement, la présence espagnole ne dura pas longtemps, car libéré des soucis que lui avaient causés les Huguenots français, Richelieu put à nouveau se pencher sur les problèmes internationaux. Pour ne pas avoir à se battre sur plusieurs fronts, il s'occupa d'abord de régler le problème de la succession du duc de Mantoue, qui était disputé entre la France et le Saint-Empire. Enfin, après 2 années de conflit, de 1628 à 1630, un accord fut trouvé grâce à un jeune diplomate au service du pape Urbain VIII, Giulio Mazzarini, et le duché de Mantoue revint à Charles de Nevers, le candidat soutenu par la France. Cet arrangement permit alors à la France et au Saint-Empire de signer le traité de Cherasco le 6 avril 1631, qui normalement aurait dû mettre fin au problème de la Valteline. Dans ce traité, il n'y avait rien de nouveau, si ce n'est que toutes les troupes étrangères devaient quitter les Grisons, qui connurent alors un peu de tranquillité. Mais cela ne dura pas, car pendant ce temps, au nord du continent, l'armée suédoise de Gustave II Adolphe, grossie de celle des princes protestants allemands, infligeait de telles défaites aux impériaux que Ferdinand II dut, en 1633, demander des secours à Philippe IV d'Espagne. Aussi, pour rejoindre plus rapidement les troupes du Saint-Empire, les Espagnols, bafouant le traité de Cherasco, prirent le chemin le plus court et passèrent par la Valteline. Cette manœuvre permit alors à l'armée de Ferdinand II d'écraser les Suédois à Nordlingen au mois de septembre 1634. Cette défaite marquait un tournant très important dans la guerre de 30 ans, puisque privé désormais de son allié suédois, Richelieu se retrouva seul face aux Habsbourg. Pour les abattre définitivement, il mit sur pied une grande coalition groupant les Pays-Bas, Parme, la Savoie et bien sûr certains cantons suisses. Son plan était ambitieux, il s'agissait d'attaquer sur tous les fronts, dans les Flandres, sur le Rhin, en Lorraine et en Italie. Mais pour que cette grande offensive aboutît, il fallait absolument empêcher le passage des troupes habsbourgeoises à travers la Valteline en la neutralisant définitivement. Cette tâche, Richelieu la confia au duc Henri II de Rohan, son ancien adversaire lors de la rébellion huguenote. Ce choix était judicieux, car Rohan était un homme fort respecté pour sa modération et pour son esprit de tolérance. C'était aussi un excellent soldat qui de plus connaissait bien les Suisses, puisqu'il avait été ambassadeur extraordinaire auprès des Suisses et des Grisons. De plus, il avait été aussi de 1605 à 1614 colonel des régiments suisses. Au printemps 1635, le duc de Rohan, à la tête de 7 régiments d'infanterie et de 400 cavaliers, traversa la Suisse tout en évitant soigneusement les cantons catholiques alliés de l'Espagne et de l'Autriche. Sitôt arrivé au Grison, il fit savoir aux habitants qu'il était là pour garantir leur liberté et leur rendre la Valteline. Il choisit d'installer son quartier général à Tirano, ville stratégiquement placée au milieu de la Valteline, afin d'être à mi-chemin des Espagnols établis sur le lac de Caume et des Autrichiens qui étaient au Tyrol. Pour décrire cette campagne, connue sous le nom de guerre des montagnes, je me suis permis de faire appel à quelques historiens qui se sont penchés sur ces événements. Je commencerai par vous citer un passage que j'ai tiré d'une biographie consacrée à Georges Jenatsch, écrite par Balthazar Reber en 1869. En voici un extrait. Le colonel Jenatsch,
à la tête de sa compagnie franche soldée par la France, fut employé d'abord au nord-est, contre le Tyrol et contre Bormio, puis, au mois de mai 1635, contre la Basse-Engadine pour observer les Autrichiens. Jenatsch se montra ingénieur habile. Ayant fait élever près de Suche de forts retranchements, il alla, sous un feu violent de mousqueterie, incendier le pont de Saint-Martin qui sépare la Suisse du Tyrol, ce qui permit d'arrêter les impériaux. Alors, de la rive tyrolienne, un colonel autrichien lui cria avec colère « Va, l'un des deux saura bien retrouver l'autre !» Fin de citation. Toutefois, et malgré sa connaissance du terrain, Jenatsch n'avait pas assez de soldats pour surveiller tous les passages possibles, ce qui permit aux Autrichiens de faire irruption dans la Valteline en passant par la vallée de Münster et d'y commettre des atrocités sans nom. La plus terrible était la torture dite des Suédois, et je cite, « Aux malheureux paysans qui se faisaient attraper, on les forçait à ingurgiter du purin jusqu'à ce qu'ils eussent dit à leurs bourreaux où ils avaient caché leur argent. » Fin de citation. Oui, plus la guerre durait et plus les soldats devenaient féroces, il était temps pour Rohan d'en finir. Il tint donc un conseil de guerre à Suche, dans la Haute-Engadine. Jenatsch, qui y participait, contre l'opinion générale, insista sur la nécessité d'attaquer et d'attaquer sans délai. Le duc de Rohan abonda dans son sens en ajoutant, je cite, « Nous avons passé des lieux presque inaccessibles pour venir dans cette vallée. Nous y sommes enfermés de tous côtés. De penser à la retraite, vous n'avez qu'à lever les yeux pour en voir l'impossibilité. Ce ne sont de tous côtés que précipices insurmontables, de sorte que notre salut dépend de notre seul courage. » Fin de citation. L'affaire étant entendue, au mois de juillet 1635, le duc de Rohan donna l'ordre d'attaquer simultanément les Autrichiens sur deux fronts, dans le Val Livigno et à Mazzo, un bourg de la Haute-Engadine. Comme la foudre, ces soldats tombèrent sur l'ennemi qui fut complètement défait. Alors, tournant son armée, Rohan passa subitement en Valteline. Les Espagnols, surpris par une manœuvre aussi rapide, prirent la poudre d'escampette en abandonnant tout leur matériel sur le terrain. Mais, au mois d'octobre, les Autrichiens et les Espagnols revinrent avec des forces plus grandes. Alors le duc de Rohan réagit comme l'éclair, sans perdre un instant. Le 31 octobre 1635, il se porta à la rencontre des Autrichiens du côté de Bormio et les écrasa à la bataille du Val Frêle. La victoire était si belle qu'il prit le temps d'en faire la relation à Ulysse de Salis, qu'il avait nommé gouverneur de la seigneurie de Chiavenna. Je cite, « Nous n'avons pas perdu 6 hommes et l'ennemi a 1500 morts. » Ensuite, et toujours en compagnie de Jenatsch, Rohan redescendit à toute vitesse la Valteline en direction de Morbegno pour fondre sur les Espagnols. Le combat fut si terrible qu'au bout de 3 heures, les Espagnols durent s'avouer vaincus. Ils laissaient sur le terrain près de 800 morts. Le général Serbelloni, leur commandant, n'eut que le temps de s'échapper, enveloppé dans une méchante robe à capuchon. Après plusieurs années de guerre, la Valteline était enfin libérée. Dans toutes les vallées, des cris de joie retentirent et partout l'on chanta des Te Deum. Spagna, un colonel autrichien prisonnier, écrivait après la bataille de Morbegno à son supérieur le général Fernamont, je cite, « Cette année, l'air de la Valteline ne convient pas mieux aux Espagnols qu'aux Allemands. » Fin de citation. Il faut, mesdames, messieurs, s'imaginer ce que fut cette campagne de l'année 1635. En quelques mois, avec un effectif considérablement inférieur à celui de ses ennemis, le duc de Rohan avait libéré les Grisons et la Valteline. Pour y parvenir, il avait imposé à son armée une discipline de fer,
Il avait occupé tous les points stratégiques de la frontière avec un minimum de soldats. Il avait adopté une tactique de guerre éclair en déplaçant ses troupes à toute vitesse et en tous sens. Cela fut un exploit quand on connaît le terrain sur lequel elle devait évoluer, franchir avec armes et bagages des cols qui culminaient à plus de 2000 mètres dans des conditions qui défient l'entendement. Oui, il fallait être un grand capitaine, et assurément le duc de Rohan en était un. Pour en finir avec cette guerre des montagnes, je voudrais vous lire un extrait de Révolte dans la montagne, roman écrit par Conrad Ferdinand Meyer en 1866. Je le cite. Jamais le duc de Rohan n'avait fait preuve d'une intuition militaire aussi géniale que sur ce champ de bataille, coupé de vallées profondes, entouré d'un cercle étroit de pics et de glaciers, et dont il était malaisé d'acquérir une vue d'ensemble. La rapidité infaillible de ses interventions n'avait d'égal que son endurance merveilleuse. Il était servi par une nature ascétique qui pouvait se contenter de presque rien. Il était capable de travailler 40 heures d'affilée sans éprouver le besoin de dormir pour se détendre. C'est ainsi que, pris entre deux armées, dont chacune avait un effectif presque double du sien, il remontait, puis descendait rapidement la vallée, attaquait l'une, puis faisant volte-face, attaquait l'autre, allant de victoire en victoire, jusqu'au jour où, Autrichiens et Espagnols, il les eut tous chassés du territoire grison, et qu'il eût occupé toute la Valteline, cette vallée qu'on se disputait depuis des dizaines d'années. Ce qui faisait la force du duc de Rohan, c'était sa connaissance parfaite de ces hautes vallées perdues. Il avait à ses côtés des montagnards grisons qui connaissaient leur pays, et personne n'avait de science plus intime des montagnes grisonnes que Georges Jenatsch. Fin de citation. Dans une lettre adressée aux autorités grisonnes, le duc couvrait d'éloges le courage et la folle audace de Jenatsch et de son régiment. Et je cite à nouveau Meyer. Jenatsch poussait toujours aux attaques les plus audacieuses, revendiquait pour lui-même le poste le plus exposé. Ses conseils s'avéraient bons et ses témérités réussissaient toujours, car le destin le favorisait. Et Conrad Ferdinand Meyer de continuer, malheureusement, à ces jours de victoire, allaient succéder pour les Grisons et pour le duc de Rohan des temps singulièrement difficiles. Fin de citation. Pourquoi des temps difficiles? Eh bien, tout simplement parce que Richelieu refusait de rendre aux Grisons leur droit de suzeraineté sur la Valteline, arguant du fait que le risque était trop grand de voir les Habsbourg se la réapproprier. Le cardinal savait pertinemment que sa décision allait les irriter, et il n'avait de cesse de leur rappeler les traités de Monzón et de Cherasco. Il pensait qu'avec le temps les Grisons finiraient par se plier aux conditions de la France, qui, grâce à son maintien en Valteline, leur assurait la sécurité et la liberté. Malheureusement, cette politique, qui ressemblait à du chantage, fut ressentie comme un camouflet, et bientôt, sous l'impulsion de Jörg Jenatsch, se dressa un parti anti-français. Depuis longtemps, ce dernier avait compris que les Français n'abandonneraient jamais une province aussi stratégique et si riche. C'est pourquoi, persuadé de cette évidence, depuis quelques années déjà, Jenatsch jouait sur tous les tableaux. Dès 1626, lors de la signature du traité de Monzón, il avait déjà approché les Austro-Espagnols et depuis, tout en servant sous les ordres du duc de Rohan, il continuait à entretenir des relations plus que douteuses avec ceux-ci. Une seule chose comptait pour lui, c'était de débarrasser les Grisons de toute présence étrangère. Et pour cela, il était prêt à trahir n'importe quel serment. Ainsi, pendant que la France tergiversait sur les affaires grisonnes en laissant espérer un accommodement, Jenatsch faisait des plans avec l'Espagne et l'Autriche pour chasser les Français de la Valteline.
Et allant encore plus loin, pour leur montrer la sincérité de son engagement, Jenatsch, qui était quand même pasteur, se convertit au catholicisme en 1635. Ce fut comme un coup de tonnerre qui jeta la consternation dans le camp réformé. Le duc de Rohan, calviniste convaincu, fut si profondément affecté par cette conversion qu'il alla même jusqu'à penser à la trahison de Jenatsch. D'ailleurs, depuis un certain temps, plusieurs de ses relations l'en avaient averti, mais il n'avait pas voulu y attacher d'importance. Aussi, et malgré la maladie qui le tenait alité dans la maison de l'historien Grison Sprecher à Coire, il dicta à son secrétaire une missive à l'adresse de Richelieu. Il fallait, lui disait-il, que la France honorât ses dettes vis-à-vis des troupes grisonnes et suisses, qui n'étaient plus payées depuis de longs mois. Il en allait, affirmait-il, de la survie de l'Alliance, et faute d'un règlement rapide, il ne jurait plus de rien. Cette lettre alerta le cardinal, mais comment faire pour y répondre alors que le trésor était vide? Raclant les fonds de tiroir, Richelieu fit parvenir 200 000 livres, ce qui représentait à peine le cinquième de la dette. Cette aumône et les propositions présentées à Chiavenna et à Thusis au début de l'année 1636 pour ramener le calme furent ressenties comme un camouflet, et elles ne firent qu'accroître la colère des hommes des Grisons. Voilà pourquoi, faute d'avoir trouvé un terrain d'entente et fatigué d'être considéré par Richelieu comme quantité négligeable, en octobre 1636, les régiments grisons au service de France firent défection et s'en vinrent camper devant les murs de Coire. C'était le signe de la révolte. Quant à Jenatsch, il continuait à jouer un double jeu. D'un côté, il était un des meneurs de l'insurrection anti-française, de l'autre, il faisait tout pour montrer son attachement au duc de Rohan. Alors une question nous vient à l'esprit. Le duc était-il aveugle? Car il ne vit rien venir, et il continua à faire confiance à Jenatsch, bien qu'il ait été averti du voyage que celui-ci avait fait en compagnie de plusieurs députés grisons à Innsbruck et à Cologne, dans le seul but de confirmer l'alliance avec l'Autriche et l'Espagne. D'ailleurs, à peine revenu à Coire, Jenatsch avait été reçu par le duc avec toutes les marques de l'amitié. Oui, le comportement du duc de Rohan dans cette affaire est incompréhensible, et cela lui vaudra plus tard la colère du cardinal, de même que sa disgrâce. Dès le début de l'année 1637, les événements se précipitèrent. En février, les comploteurs s'unirent dans une ligue dite de la Chaîne, qui groupait tous les ennemis de la France. Puis, au mois de mars 1637, Jenatsch se dévoila. Il mit en demeure le gouvernement français d'accepter les revendications des Grisons quant à l'avenir de la Valteline. Mais, sachant qu'un certain nombre de députés grisons s'étaient laissés corrompre par l'argent de Richelieu, et que beaucoup étaient toujours opposés à une alliance avec les Austro-Espagnols, les conjurés n'attendirent même pas la réponse de Paris, et le 19 mars 1637, forçant les portes de la ville, les conjurés investirent Coire et assiégèrent la forteresse de la barrière du Rhin, construite par les Français pour surveiller la frontière entre les Grisons, la Confédération helvétique et l'Autriche. Le duc de Rohan tenta bien une ultime manœuvre pour rétablir la situation à son avantage, mais il ne put y parvenir, car la révolte avait gagné l'ensemble des Grisons. Aussi, pour éviter une effusion de sang, il capitula. Alors tout alla très vite. Les Grisons exigèrent la libération immédiate de la Valteline et l'évacuation de leur territoire, et pour se garantir, ils prirent le duc de Rohan en otage. Aussitôt des courriers partirent dans tous les sens, et bien que Paris finit par accepter les exigences des ligues, il était trop tard, la rupture entre les autorités françaises et grisonnes était définitive.
Le 5 mai 1637, une page de l'histoire des Grisons se tournait. Dans la discipline, le duc et son armée quittaient Coire entre le 20 avril et le 5 mai 1637, jusqu'à la frontière suisse. N'ayant pas oublié ce qu'ils devaient au duc de Rohan, beaucoup s'étaient groupés le long de la route pour le saluer une dernière fois. L'ingratitude des hommes allait poursuivre le duc de Rohan, et malgré le mémoire qu'il écrivit, il fut disgracié et ne put revenir en France. Bien sûr, s'il l'avait voulu, Henri II de Rohan aurait pu mater cette révolte, mais au prix de combien de centaines de victimes, et c'est bien ce qu'il avait voulu éviter. Engagé dans l'armée de Bernard de Saxe-Weimar, il mourut de ses blessures à la bataille de Königsfeld le 1er mars 1638. Nous pouvons voir encore aujourd'hui son tombeau dans la cathédrale de Genève. En forme d'épilogue. Alors, pour Jenatsch, la belle vie commença. Il s'appropria le château de Chiavenna avec les revenus de la ville et du comté. Et bientôt, anobli par le roi d'Espagne, il se considéra comme le général en chef des Grisons. Il s'habillait avec ostentation, portant un col en fine dentelle retombant sur une veste écarlate, barrée d'une magnifique écharpe brodée d'or. Et comme le dit Balthazar Reber, je cite, « Jenatsch avait semé, il récoltait, car il avait toujours travaillé en vue de la moisson. Il voulait épuiser jusqu'à la lie la coupe des plaisirs et des voluptés. Il avait 40 ans et il était dans la force de l'âge. Et Sprecher ajoute, il menait une vie de débauche, voué au plaisir, même souillé d'adultère. Mais, toujours prudent, il acheta une maison à Venise car l'alliance avec l'Espagne et l'Autriche lui suscitait de nombreux ennemis. En effet, la Valteline était à peine restituée aux Grisons que déjà les pasteurs voulaient y imposer le culte réformé et les catholiques, forts de l'alliance austro-espagnole, voulaient rétablir la messe dans l'ensemble des Grisons. Dès 1638, des heurts se produisirent. Jenatsch tenta de faire appliquer l'accord de Cappel qui voulait que, dans les communes, la religion fût celle de la majorité des habitants. Peut-être y serait-il parvenu avec plus de temps, mais tout jouait contre lui. Sa façon de vivre l'avait rendu très impopulaire, et l'Espagne ne voulait toujours rien céder au sujet du culte réformé en Valteline. Alors, pour retrouver la confiance de ses concitoyens, Jenatsch tenta le tout pour le tout. Il menaça l'Espagne et l'Autriche de rompre l'alliance en disant à tout un chacun, je cite, « Dans le cas où toutes les promesses qu'on m'a faites ne seront pas remplies, je rappellerai les Français. » Fin de citation. Mais en prononçant ces paroles, Jenatsch se condamnait à mort, car depuis longtemps ses ennemis attendaient un faux pas, et il venait de le faire. Oui, par cette maladresse de tous, il se fit des ennemis, et les conditions étaient désormais réunies pour que se joue l'acte final et tragique de son existence tourmentée. Rejetant les conseils de prudence de ses amis, au début de l'année 1639, bravant la neige et le froid, Jenatsch quitta Chiavenna pour rejoindre Coire. Le temps pressait et il lui fallait absolument discuter avec ses partisans de la suite à donner à l'alliance avec l'Espagne et l'Autriche. Le 24 janvier au soir, alors que la tempête faisait rage sur la ville, Jenatsch était avec des amis à l'auberge de la Hutte Poudreuse. C'était soir de carnaval et la fête battait son plein. Dans la salle surchauffée et bruyante, l'on buvait, l'on mangeait et l'on chantait. Une foule de fêtards entrait dans l'auberge alors que d'autres en sortaient.
Ce va-et-vient continuel fit que personne ne prit garde à une vingtaine d'hommes masqués qui, tout à coup, se retrouvèrent à côté de Jenatsch. Le premier inconnu, certains disent que c'était Rodolphe Planta, le frère de Pompée, celui que Jenatsch avait tué en 1621, oui, le premier masque, lui tendit la main comme pour le saluer, en lui faisant une courte révérence et en l'interpellant. Ah, Seigneur Jenatsch! Et dans le même temps, avec l'autre main, et sans que Jenatsch y prenne garde, il lui tira un coup de pistolet qui l'atteignit à la joue. C'était le signal du massacre. Alors de tous côtés, les masques tombèrent. C'étaient tous des ennemis, des assassins qui, armés de haches, fondirent sur lui. Jenatsch tenta vainement de se défendre avec un chandelier, mais bientôt, devant le nombre et les terribles coups qu'il reçut, il succomba. Dans la ville, ce fut la consternation, et les autorités prirent dans l'urgence des mesures pour éviter des échauffourées. Mais, curieusement, personne ne bougea. Le lendemain, en grande pompe, il fut enterré dans la cathédrale de Coire. Après la mort de Jenatsch, les tractations avec l'Espagne et l'Autriche se poursuivirent jusqu'à la fin du conflit européen. En 1648, par le traité de Westphalie, les Grisons retrouvèrent la possession pleine et entière de la Valtoline, des comtés de Bormio et de Chiavenna. Cette situation dura jusqu'en 1797, date à laquelle le général Bonaparte incorpora la Valtoline et les deux comtés à la République cisalpine. Le 12 mars 1799, les Grisons, autrement appelés République des Trois Ligues, furent réunis à la République helvétique. Enfin, le 19 février 1803, par l'acte de médiation donné par le premier consul Bonaparte, les Grisons entraient dans la Confédération helvétique comme nouveau canton. Quant à la Valtoline et au comté de Bormio et de Chiavenna, considérés comme hautement stratégiques, ils restèrent, par la volonté de Napoléon, incorporés au territoire de la République cisalpine. À la chute de l'Empire, cette décision ne fut pas remise en question. Pour en terminer avec cette histoire, l'on peut dire que Jenatsch mourut comme il avait vécu, c'est-à-dire dans la violence, cette violence qui était la marque de cette terrible période de la guerre de 30 ans. Dans un temps si dangereux, peut-être n'y avait-il pas d'autre moyen pour se faire entendre, et c'est ce caractère mêlé de patriotisme, de brutalité et de jouissance qui permit à Jörg Jenatsch de devenir le héros des Grisons. Avant de conclure, mesdames, messieurs, laissez-moi vous citer un passage de l'historien Heinrich Zschokke, je cite: « La postérité placera Georges Jenatsch au nombre des plus illustres qu'aient jamais produit les ligues, car la patrie devra plutôt regarder au service qu'il lui a rendu qu'aux tâches qui déshonorent sa conduite. La cruauté, la licence, l'ambition marquèrent sa vie privée, mais sa vie publique ne fut qu'une suite d'actions d'éclat, témoignage vivant de son patriotisme, de la puissance de son esprit, de sa valeur et de sa prudence. » Fin de citation. Je vous remercie.